Que je me trouve parmi vous et je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité. Et ils m'ont proposé un sujet qui n'est pas très classique, qui est l'insuffisance cardiaque droite. Nous parlons fréquemment de l'insuffisance cardiaque gauche et rarement où on parle de l'insuffisance cardiaque droite. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre, mythe ou réalité. Donc, j'ai essayé de regarder les recommandations sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque datant de 2012. Et si on regarde bien, on trouve qu'il y a, parmi à peu près 2000 pages parlant de l'insuffisance cardiaque, il y a juste à la page 1832 où on parle de l'insuffisance cardiaque droite isolée. Et lorsque je regarde cette page, je trouve un tout petit paragraphe qui parle de l'insuffisance cardiaque droite. Donc vous voyez bien, ça confirme que en fait, on ne s'intéresse pas de la même façon au ventricule droit comme au ventricule gauche. Mais je vais vous dire pourquoi. Avant, le ventricule droit est considéré comme le parent pauvre en cardiologie, mais actuellement, on donne de plus en plus de l'importance à ce ventricule droit. Donc, je commence par une introduction, donc une façon classique. C'est quoi l'insuffisance cardiaque droite? C'est l'incapacité du cœur droit à évacuer dans des conditions normales de pression dans la circulation pulmonaire le sang, provenant de la circulation veineuse systémique de retour. Donc, cette insuffisance cardiaque droite peut être due à une atteinte du ventricule droit, du muscle du ventricule droit. Elle peut être due à une anomalie au niveau de la voie pulmonaire, une hyperpression artérielle pulmonaire ou une atteinte de la valve pulmonaire. Et elle peut être due à une atteinte de la valve tricuspide. Vous savez que la valve tricuspide, c'est la valve qui sépare l'oreillette droite du ventricule droit. Donc il y a plusieurs étiologies à cette insuffisance cardiaque droite. Donc sur le plan physiopathologique, avec un petit rappel physiologique, je rappelle que le ventricule droit, c'est une structure qui est triangulaire, qui est à parois fines, comme vous voyez ici, et elle est adaptée à des régimes de basse pression. Ce n'est pas comme le ventricule gauche qui est exposé à des pressions très élevées. Donc le rôle de ce ventricule droit, il a un rôle passif. En fait, c'est un conduit entre la circulation systémique veineuse, le retour veineux, et la circulation pulmonaire. Donc, comment on peut avoir, comme je l'ai dit, une insuffisance cardiaque droite, lorsque généralement, on a une hyperpression dans l'artère pulmonaire. Donc, comme vous voyez ici, donc ça c'est le ventricule droit. On va avoir une hyperpression dans l'artère pulmonaire comme moyen d'adaptation. Le ventricule droit, il va se dilater pour s'adapter à cette hyperpression. Donc, il va y avoir une accumulation du sang au niveau du système veineux, du retour veineux, et donc va être responsable de la rétention hydrosodée et des œdèmes du membre inférieur. Ça va créer un état d'hypovolémie relative qui va, et vous savez que l'hypovolémie, elle va stimuler le système sympathique, que vous voyez ici, ce système sympathique avec la libération des médiateurs comme l'adrénaline, et ça stimule aussi les médiateurs de l'inflammation. Et ces médiateurs de l'inflammation, ils sont toxiques pour le ventricule droit, et donc ils vont aggraver encore plus cette dilatation du ventricule droit et cette aggravation de sa fonction systolique et donc l'insuffisance cardiaque. Et voilà schématiquement, si on fait une coupe transverse du corps, du muscle cardiaque, ça c'est le ventricule gauche, le ventricule droit. Le ventricule droit, il est de plus petite taille que le ventricule gauche, et le septum interventriculaire, comme vous voyez ici, il bombe du côté du ventricule droit. Lorsqu'on a une insuffisance cardiaque droite, on a un ventricule droit qui va se dilater, une hyperpression dans le ventricule droit, et puisque le cœur il est entouré par le péricarde, cette dilatation du ventricule droit, elle ne peut pas se faire du côté du externe, donc elle va se dilater au dépôt du ventricule gauche. Le septum, il va bomber du côté du ventricule gauche, donc ça va diminuer la cavité ventriculaire gauche, le remplissage ventriculaire gauche, la diminution du débit cardiaque, c'est-à-dire au niveau de l'aorte, la baisse de la tension artérielle. Donc, une atteinte du ventricule droit, elle retentit sur le ventricule gauche. On parle d'une interdépendance ventriculaire entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc, comment ça se passe? Donc, on peut avoir une insuffisance cardiaque aiguë d'installation brutale et on peut avoir une insuffisance cardiaque droite chronique. Donc, l'insuffisance cardiaque droite aiguë due à une augmentation aiguë de la pression artérielle pulmonaire généralement. Donc, ça va entraîner une surcharge aiguë de pression au niveau du ventricule droit. Si c'est un ventricule droit généralement qui n'est pas malade, il peut y avoir un mécanisme d'adaptation avec une bonne tolérance, mais si on a un ventricule droit qui est déjà défaillant, on va avoir donc une dysfonction VD systolo-diastolique, dilatation du ventricule droit. Comme je l'ai dit, donc le septum, il va bomber du côté du ventricule gauche, donc ça va être responsable d'une dysfonction ventriculaire gauche, baisse du débit cardiaque, baisse de la pression artérielle et donc de baisse de la saturation en oxygène de l'hypoxémie.
Et cette dilatation aussi du ventricule droit, elle va entraîner la dilatation de l'anneau tricuspide, une insuffisance tricuspidienne, la même chose, l'accumulation du sang au niveau du système veineux-systémique, baisse du débit cardiaque, de la pression artérielle et l'hypoxie. Donc ça explique le tableau d'insuffisance cardiaque aiguë droite qui sont généralement mal tolérés. Sinon, si ça évolue vers la chronicité, c'est-à-dire les artères pulmonaires sont soumises de façon chronique à l'hyperpression, donc ces hypertensions vont entraîner des lésions vasculaires endothéliales. Donc ça va être le responsable d'une dysfonction endothéliale au niveau de l'artère pulmonaire, ce qui va entraîner donc la stimulation, la même chose, de médiateurs de l'inflammation et la diminution du monoxyde d'azote et la prolifération des cellules musculaires lisses, ce qui a entraîné ce qu'on appelle une artériolite pulmonaire qui va être donc responsable de l'augmentation des résistances des artères pulmonaires, l'hypertension artérielle pulmonaire. Cette fois-ci, c'est une hypertension artérielle pulmonaire chronique fixée qui va être responsable de l'hyperpression chronique au niveau des cavités droites, donc l'insuffisance cardiaque droite chronique. Sur le plan clinique, donc ça j'ai essayé d'expliquer la physiopathologie de cette insuffisance cardiaque droite. Donc sur le plan clinique, les signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque droite, vous les connaissez. Ce sont les signes de surcharge systémique veineuse. Donc on va avoir de l'hépatalgie, c'est dû généralement à l'hépatomégalie, la surcharge au niveau du foie. Donc cette hépatalgie peut être au début d'effort et après elle va elle va devenir permanente. Et le patient aussi peut se plaindre de dyspnée. Au niveau de l'examen physique, donc il peut avoir la tachycardie. Les signes de Roy, c'est la turgescence de veine jugulaire, reflux hépatogégulaire ou d'œdème du membre inférieur. Donc c'est l'accumulation du sang au niveau de la veine cave supérieure. La cite, le signe de Harzer, un beluit de galop droit, signe d'insuffisance cardiaque droite, peut avoir un souffle systolique d'insuffisance tricuspidienne par dilatation de l'anneau tricuspide. Et l'éclat de B2, c'est un témoin d'HTAP, d'hypertension artérielle pulmonaire. Le CG, il va montrer des signes d'hypertrophie, dilatation oreillette droite, ventricule droit, parce que ce sont les deux cavaliers qui vont souffrir. On va avoir une déviation axiale de droite, une onde R ample en V1. Vous savez que normalement l'onde R en V1, elle est de petite amplitude. Et la dilatation de l'oreillette droite, elle se traduit par une onde de P ample en D2, D3. On peut trouver aussi le bloc de branche 3 et des signes qui orientent vers l'étiologie. Voilà un exemple d'électrocardiogramme. Vous voyez ici un aspect de bloc de branche droit complet. Vous voyez donc cet aspect de R exclusif en V1, S en V6, un axe qui est gauche entre D3 à VF et les QRS qui sont lâches. Donc ça, lorsqu'on trouve ces signes électriques, c'est en faveur d'une atteinte des cavités droites. Les signes biologiques dans l'insuffisance cardiaque droite, puisqu'on a un foie de surcharge, on peut avoir la cytolyse. Donc la cytolyse hépatique due à la congestion. Ça peut évoluer vers l'insuffisance hépatique avec les troubles de l'hémostase, un TP bas, donc altération de la coagulation. L'échocardiographie, elle a un rôle capital diagnostique dans l'insuffisance cardiaque droite parce que vous voyez ici, c'est une coupe apicale 4 cavités, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Ici, c'est le ventricule droit, l'oreillette droite. Et vous voyez normalement le ventricule droit et l'oreillette droite, ils sont de plus petite taille que le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Et vous voyez que le ventricule droit ici, il est très dilaté avec l'oreillette et le septum qui refoule le ventricule gauche. Donc ça confirme le diagnostic d'une dilatation des cavités droites avec de l'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque droite, elle est due à plusieurs étiologies. Comme je l'ai dit, ça dépend de la cavité atteinte qui est responsable de cette insuffisance cardiaque. Il y a les causes de l'insuffisance cardiaque droite, il y a l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y a plusieurs types d'hypertension. L'hypertension artérielle pulmonaire primitive, secondaire à l'insuffisance cardiaque gauche, du cardiopathie congénitale, secondaire à une maladie respiratoire ou à une embolie pulmonaire, ou il y a atteinte du ventricule droit, par exemple une atteinte de la valve tricuspide ou atteinte du muscle du ventricule droit. Donc, je vais commencer et je vais les mettre à part. C'est parce que c'est très important sur le plan pratique, des causes qui sont assez fréquentes d'insuffisance cardiaque. Et je commence par les causes de l'insuffisance cardiaque droite aiguë, d'installation brutale. C'est-à-dire, si vous avez un patient qui est jusqu'à là bien portant et brutalement, il développe des signes d'insuffisance cardiaque droite de façon aiguë, il y a 4 diagnostics à évoquer. Il y a l'embolie pulmonaire grave, et je précise grave, c'est-à-dire c'est une embolie pulmonaire généralement proximale qui a retenti sur les cavités droites, qui a dilaté les cavités droites, et le patient il fait des signes d'insuffisance cardiaque droite, plus ou moins de l'hypotension artérielle. Le deuxième diagnostic, c'est l'infarctus du myocarde du ventricule droit.
Et le troisième, c'est la tamponnade. Donc, quatrième, bien sûr, il y a une autre étiologie d'origine pulmonaire, c'est l'état de mal asthmatique grave. Donc, c'est donc la règle devant tout tableau d'insuffisance cardiaque droite aiguë, d'installation pulmonaire rectale, associée plus ou moins à un état de choc ou à une hypotension artérielle. Ce sont les 4 diagnostics, ou plutôt les 3 premiers diagnostics à évoquer. Donc, l'embolie pulmonaire grave, c'est facile, vous savez évoquer le diagnostic. C'est un terrain particulier de post-alitement ou post-opératoire. C'est un tableau, comme je l'ai dit, d'insuffisance cardiaque droite, plus ou moins état de choc. C'est un patient qui a de l'hypoxie-hypocapnie. Et comme vous le savez aussi, on peut avoir l'élévation de la troponine dans l'embolie pulmonaire. Et c'est un signe de gravité dans l'embolie pulmonaire parce que ça témoigne de la souffrance du ventricule droit due à cette hyperpression dans l'artère pulmonaire de façon brutale. Et j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que le ventricule droit, il est plus sensible que le ventricule gauche à l'ischémie. Du moins qu'il y a de l'hyperpression au niveau de l'artère pulmonaire, une hyperpression au niveau du ventricule droit, il va souffrir, ça va être responsable de l'élévation de la troponine. Le CG classique de l'embolie pulmonaire, un bloc de branche droit, des antés négatifs en antéroceptal, un aspect S1 en D1, Q en D3 et la tachycardie, c'est un signe d'appel très important, tachycardie sinusale en faveur de l'embolie pulmonaire. L'échocardiographie, vous savez en pratique que c'est l'angioscanner qui laisse l'examen de référence pour confirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Mais dans l'embolie pulmonaire grave, et je précise comme je disais tout à l'heure que l'embolie pulmonaire grave, c'est-à-dire que c'est une embolie qui a retenti sur les cavités droites, qui a dilaté les cavités droites avec une hypertension artérielle pulmonaire importante, l'échographie peut faire l'affaire. L'échocorps, comme vous voyez ici, c'est une coupe 4 cavités, ventricule gauche, oreillette gauche, oreillette droite, ventricule droit. Vous voyez qu'il y a une dilatation des cavités droites, qui sont plus importantes que les cavités gauches. Et cette échographie, à part le fait qu'elle a montré cette dilatation des cavités droites, elle montre cet aspect tourbillon au niveau des oreillettes droites qui correspond à un thrombus, masse thrombotique, des thrombis importants. Vous voyez ici, c'est une veine cave inférieure, ça s'étend même vers la veine cave inférieure. Donc, elle peut montrer ce thrombus-là dans les embolies massifs, mais parfois, elle nous montre juste la dilatation des cavités droites. Et le fait d'avoir ces cavités droites qui sont dilatées lorsqu'on suspecte une embolie pulmonaire, ça nous permet de retenir le diagnostic d'embolie pulmonaire. C'est-à-dire, lorsque vous avez un patient chez qui vous suspectez une embolie pulmonaire grave, et on fait l'échographie, on trouve des dilatations des cavités droites, on peut retenir notre diagnostic et on peut commencer le traitement sans attendre à faire un angioscanner. Et là, le traitement, c'est une urgence parce que c'est une embolie pulmonaire grave. Et là, il faut thromboliser. Ce n'est pas l'héparinothérapie uniquement, c'est l'indication à la thrombolyse. Donc, rien qu'en se basant sur l'échographie, on a le droit de thromboliser ces patients. La deuxième étiologie à évoquer devant l'insuffisance cardiaque droite aiguë, c'est l'infarctus du myocarde du ventricule droit. Je ne vous cache pas que l'infarctus du myocarde du ventricule droit isolé, il est rare. Mais généralement, c'est un IDM du ventricule droit qui complique un IDM inférieur. Parce que c'est la coronaire droite qui vascularise la paroi inférieure du VG et le ventricule droit. Et d'où la règle, devant tout IDM inférieur, quand vous voyez ici l'onde de Pardet en D2, D3, AVF, en D2, D3, AVF, le sus-décalage de ST, donc en inférieur, il faut toujours chercher une extension vers le ventricule droit en faisant les dérivations droites que vous voyez ici. Vous voyez que c'est un IDM inférieur étendu au VD. Et quand on suspecte cette extension au ventricule droit, lorsque vous avez un patient qui est là pour douleur infractuite, vous faites le CG et l'IDM inférieur, mais c'est un patient qui fait brutalement aussi des signes d'insuffisance cardiaque droite. Et donc, rien que devant la présence des signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite, vous suspectez cette extension vers le ventricule droit. Et donc, dans tous les cas, c'est un patient qui nécessite une reperméabilisation en urgence, mais je vais vous dire la particularité du traitement de cet IDM inférieur étendu vers le ventricule droit. Il y a des précautions à faire si vous le trouvez. Bien sûr, il faut revasculariser comme vous voyez ici. L'artère, elle est bouchée. Et après reperméabilisation, vous voyez que l'artère, elle est ouverte. Je vais revenir au traitement tout à l'heure. La troisième étiologie, c'est la tamponnade. C'est quoi la tamponnade? La tamponnade, c'est un épanchement péricardique, généralement de grande abondance, qui comprime les cavités cardiaques et essentiellement le ventricule droit, parce que le ventricule droit, il a une paroi qui est plus fine par rapport au ventricule gauche. Et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et c'est un patient généralement qui est suivi pour une péricardite aiguë de faible abondance. Au cours de l'hospitalisation, il développe brutalement des signes d'insuffisance cardiaque droite avec de l'hypotension généralement,
Ou vous recevez un patient qui vient là pour hypotension avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. Vous avez tac, embolie pulmonaire, IDM inférieur et tamponnade. Vous devez éliminer ces trois étiologies. Donc, tableau de défaillance circulatoire avec hyperpression veineuse systémique, c'est le tableau de tamponnade. Est-ce qu'il y a des éléments électriques qui peuvent orienter votre diagnostic TARF ou les signes classiques de la péricardite, le microvoltage et tout? Mais un élément très important qui peut vous orienter, c'est ce qu'on appelle l'alternance électrique. C'est quoi? Vous voyez que l'amplitude de QRS, elle change sur le même tracé. Je vous donne l'amplitude juste après, on reprend et juste après, c'est ce qu'on appelle l'alternance électrique qui est en faveur. Voilà, donc c'est l'échocardiographie qui confirme le diagnostic. Vous voyez, ça c'est un ventricule gauche et le ventricule droit. Pardon, le ventricule droit, la ventricule gauche. Ça c'est ce que vous voyez en noir, c'est de l'épanchement péricardique. Et vous voyez que le cœur il danse dans cet épanchement péricardique. Vous voyez même que ce ventricule droit il est comprimé, il est écrasé. Regardez ici, c'est une coupe petit axe. Ça c'est le ventricule droit qui est comprimé par cet épanchement péricardique. Et le geste en urgence, c'est de drainer cet épanchement péricardique. Il faut le drainer. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez ces tableaux-là? Il faut, j'insiste sur le remplissage. Il faut remplir ces patients. Surtout pas de diurétique. C'est-à-dire, classiquement, on a un tableau d'insuffisance cardiaque droite, on a des œdèmes des membres inférieurs, on va rapidement prescrire du diurétique. Bon, dans ces situations-là, lorsque j'ai un œdème inférieur ou embolie pulmonaire grave ou une tamponnade, surtout pas. Évitez les diurétiques, évitez les dérivés nitrés parce que ils vont diminuer le retour veineux et il faut remplir ces patients. Donc ça c'est pour les étiologies de l'insuffisance cardiaque droite aiguë. Concernant les autres étiologies, donc on a 3 étiologies dont on a parlé. Il y a d'autres étiologies aussi d'insuffisance cardiaque, mais ici c'est surtout les insuffisances cardiaques droite chroniques. On va passer à la chronicité. Donc vous savez que l'insuffisance cardiaque droite, c'est une complication classique au cours de l'évolution de l'insuffisance cardiaque gauche. Quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque gauche, avec le temps, il va développer de l'HTAP et cette hypertension artérielle pulmonaire, elle va être responsable de l'insuffisance cardiaque droite et donc l'insuffisance cardiaque globale. Donc l'insuffisance cardiaque droite, généralement, elle entre dans le cadre de l'insuffisance cardiaque globale. Donc ça c'est... Et vous savez, les étiologies, ce sont les valvulopathies, essentiellement tout ce qui est mitral, aortique, les cardiomyopathies dilatées ou hypertrophiques, les cardiomyopathies ischémiques, et c'est un tableau d'insuffisance cardiaque droite. Bon, le mécanisme, comme je l'ai dit, c'est une hypertension artérielle pulmonaire due à l'insuffisance cardiaque gauche, et après, ça va retentir, ça va donner l'HTAP, dilatation des ventricules droits. Par exemple, l'exemple classique, akthar valvulopathie qui donne l'insuffisance cardiaque droite, c'est le rétrécissement mitral. Donc, il faut l'évoquer chez un patient qui est suivi pour un rhumatisme articulaire aigu, antécédent de RAA, qui vient pour des œdèmes du membre inférieur. Il faut l'ausculter à la recherche d'un roulement diastolique. Et donc, ça peut être le rétrécissement mitral, la même chose, qui donne cette insuffisance cardiaque. Et on suspecte le rétrécissement mitral devant la dilatation des oreillettes. C'est l'aspect biphasique, dilatation de l'oreillette gauche, c'est l'aspect biphasique en V1, V2. Donc ça, c'est témoin de la dilatation de l'oreillette gauche. Et la dilatation de l'oreillette droite, ça donne un aspect de P ample en D2 essentiellement. Un exemple de rétrécissement mitral, voilà, ça c'est la valve mitrale. Vous voyez, elle est calcifiée épicie et la valve, elle ne s'ouvre pas bien. Donc c'est le rétrécissement mitral avec la dilatation des cavités droites en échocardiographie due à ce rétrécissement mitral. Donc comment on va traiter cette insuffisance cardiaque droite qui entre dans le cadre de l'insuffisance cardiaque gauche? Bien sûr, il faut traiter la cause. Lorsqu'on a une cause, une valvulopathie ou une cause ischémique, il faut la traiter. Mais sinon, si c'est un patient qui est au stade d'insuffisance cardiaque gauche où on ne peut pas traiter la cause, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque gauche. C'est les IEC, c'est les bêta-bloquants, c'est les diurétiques. Le traitement classique que vous connaissez de l'insuffisance cardiaque gauche avec les bêta-bloquants. Donc IEC, bêta-bloquants, je vous rappelle, anti-aldostérone. Et sinon, on peut recourir à la fin à la digoxine. Il y a aussi d'autres étiologies, donc l'insuffisance cardiaque due à l'insuffisance cardiaque gauche. Il y a l'insuffisance cardiaque droite due à des cardiopathies congénitales. Et la cardiopathie congénitale la plus fréquente, que vous connaissez probablement responsable de l'insuffisance cardiaque, c'est la CIA. C'est la communication interauriculaire. Donc c'est quoi la CIA? C'est une cardiopathie congénitale où il y a communication anormale entre l'oreillette droite, l'oreillette gauche, l'oreillette droite. Le sang, il va passer anormalement de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite. Et donc, ça va passer aussi dans le ventricule droit, dans l'artère pulmonaire. Il va être responsable d'un shunt anéurysmal, de l'hyperdébit pulmonaire.
Donc ça va être, si on n'intervient pas, si on ne fait pas le diagnostic précocement, ça va être responsable de l'hyperdébit pulmonaire, la surcharge des cavités droites et donc la dilatation des cavités droites, l'insuffisance cardiaque droite. Donc électriquement, la même chose, on va trouver toujours l'aspect du bloc de branche droit avec R, aspect RSR' ou R ample en V1. Les ondes T négatives, ça témoigne de la surcharge du ventricule droit. Les ondes T négatives, ce n'est pas toujours un signe d'insuffisance coronaire, donc il faut tenir toujours compte du terrain. Donc dans la CIA, par exemple, dilatation des cavités droites, on peut trouver des ondes T négatives. La radiothorax, donc on va trouver une hypervascularisation pulmonaire parce qu'on a un hyperdébit pulmonaire. Et à l'échographie, la même chose, c'est elle qui va faire la diagnostic. On trouve des cavités droites qui sont dilatées, comme vous voyez ici. Ça, c'est le ventricule droit, ventricule gauche. Le ventricule droit, il est dilaté. Donc, lorsque vous avez une ventricule droit, il faut chercher pourquoi, il faut chercher la cause. Et vous voyez ici, dans cette coupe-là, le défaut, un défect septal, une communication entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Donc, on confirme. Le traitement, c'est le traitement de la cause. Avant, le traitement il est basé uniquement sur la chirurgie en cas de début de dilatation des cavités droites. Actuellement, il y a des formes qui se prêtent bien à une dilatation percutanée avec du cathétérisme interventionnel en le fermant par système d'ombrella qu'on appelle un Emplatzer. Ça se fait par le cathétérisme. Et vous voyez ici la CIA qui est fermée par l'Emplatzer. Sinon, il y a des formes qui se ferment par voie chirurgicale. L'autre étiologie, aussi, c'est une étiologie que vous connaissez et qui est assez fréquente, c'est l'insuffisance cardiaque due à une maladie respiratoire. C'est ce qu'on appelle le cœur pulmonaire chronique. Les patients qui ont un BPCO, et ils vont faire l'HTAP, ils vont développer l'insuffisance cardiaque droite. Une autre étiologie, c'est l'insuffisance cardiaque due à l'HTAP secondaire à l'embolie pulmonaire. Et là, je ne parle pas de l'aigu, on a parlé tout à l'heure de l'embolie pulmonaire aiguë, mais il y a des gens qui font ce qu'on appelle le cœur pulmonaire post-embolique. Ce sont des gens qui font une embolie pulmonaire, qui n'ont pas été bien traités, l'artère pulmonaire n'a pas été bien perméabilisée, ils vont garder de l'HTAP de façon chronique, ils vont dilater leur cavité droite, ils vont faire le cœur pulmonaire post-embolique. Donc ça complique 0,1 à 3% des embolies pulmonaires aiguës. Et le traitement, c'est l'endartériectomie. Ça se discute, bon, c'est pas très fréquent, mais ça se discute lorsque le patient il a ses signes droits, d'enlever ses thrombus organisés et de faire l'endartériectomie. Donc, pour ce cœur post-embolique, il faut garder l'anticoagulant pour que le patient ne récidive pas. D'autres étiologies, donc nous avons vu les étiologies de l'insuffisance cardiaque droite qui sont dues à l'HTAP. Il y a d'autres étiologies, comme je l'ai dit, qui sont dues à une atteinte du ventricule droit. Ce n'est pas l'HTAP uniquement. Donc, c'est par l'atteinte du ventricule droit. Donc, ça peut être... l'HTAP primitif. Donc, si on ne trouve pas de cause pour l'HTAP, il y a ce qu'on appelle l'HTAP primitive ou idiopathique. Il y a des gens qui ont de l'HTAP et qui font de l'insuffisance cardiaque droite et on n'a pas d'explication à cette HTAP. Et ce sont des patients qui font un tableau d'insuffisance cardiaque droite et ils font des signes d'insuffisance cardiaque droite, mais aussi ils développent surtout la cyanose, voire même l'hypocratisme digital que vous connaissez. C'est un aspect vert de montre des ongles qui sont cyanosés, qui témoignent de l'hypoxie chronique de la cyanose et témoignent de la sévérité de la maladie. Le diagnostic de cette HTAP aussi se fait à l'échocardiographie, c'est pas le bien que j'entre dans les détails. Et la même chose, l'échographie, elle va montrer la dilatation des cavités droites, avec la dilatation, comme vous voyez, de l'artère pulmonaire. Et juste un élément important pour vous, à la radiographie du thorax, vous allez trouver un arc moyen gauche qui est convexe, qui témoigne de la dilatation de l'artère pulmonaire, avec une rarification de la perfusion périphérique. Vous voyez ici, c'est un peu noir. Le traitement de cette HTAP primitive, bien sûr, il y a des règles génodiététiques. Il faut pas, si c'est une femme en précréation, il faut encourager la contraception, un vaccin, il faut une bonne balance hydrique et il faut éviter l'effort physique. Et il y a actuellement des traitements, juste pour vous les connaissez, il y a des traitements spécifiques de cette HTAP primitive, ce n'est pas les diurétiques, c'est en fait, on incrimine dans cette HTAP primitive les médiateurs de l'inflammation, la dysfonction endothéliale. Et donc, qui dit dysfonction endothéliale dit baisse de monoxyde d'azote,
augmentation de taux d'endothéline et diminution de la prostaglandine, d'où l'idée donc de donner des molécules. L'endothéline, c'est une molécule qui est vasoconstrictrice, qui stimule la prolifération musculaire, donc elle favorise l'artériorite, d'où l'idée de donner une molécule anti-endothéline. Et pour le monoxyde d'azote, on a l'idée de donner une molécule qui augmente le monoxyde d'azote, parce que vous savez que le monoxyde d'azote est un vasodilatateur. Et donc, pour augmenter le taux de monoxyde d'azote, il faut donner des molécules SAMI ou les inhibiteurs de phosphodiesterase qui augmentent le taux de GMP cyclique pour ne pas dégrader le monoxyde d'azote. Et il y a aussi des molécules, c'est la prostacycline qui est vasodilatatrice. Dans tous les cas, parmi ces molécules, en Tunisie, on a le besantan, commercialisé sous le nom de Traclir, et on a Sildenafil, qui est commercialisé sous le nom de Viagra. Vous connaissez, il est donné pour la dysfonction érectile, mais il a une place pour l'HTAP primitif, mais ça reste toujours une indication et prescription spécialisée. Voilà. Les autres étiologies, comme je l'ai dit, donc je termine avec les HTAP. On peut avoir l'insuffisance cardiaque droite par atteinte du cœur droit. Et il peut y avoir une atteinte du ventricule droit, du muscle du ventricule droit, qui est responsable de l'insuffisance cardiaque. Il y a une pathologie qui n'est pas fréquente, mais elle est rare. Et je voulais parler de cette pathologie, bien qu'elle soit rare, parce qu'elle peut coûter la vie d'un patient. C'est ce qu'on appelle la dysplasie arythmogène du ventricule droit. C'est quoi cette dysplasie arythmogène du ventricule droit? C'est une cardiomyopathie, c'est une atteinte du ventricule droit qui se caractérise par le remplacement des cellules musculaires par des cellules adipeuses. Au lieu d'avoir au niveau du ventricule droit des cellules musculaires, on va avoir des cellules adipeuses. Donc on va avoir des parties du ventricule droit qui ne fonctionnent pas bien, on va avoir un ventricule droit qui va se dilater, comme vous le voyez ici. C'est quoi le risque? Du moment qu'on va avoir des cellules adipeuses, ce sont des cellules anormales. Donc le patient, il peut faire des troubles de rythme ventriculaire. Il peut faire de l'extrasystole ventriculaire jusqu'à la tachycardie ventriculaire, jusqu'à la fibrillation ventriculaire. Et qui dit fibrillation ventriculaire dit mort subite. Donc un patient qui a une dysplasie arythmogène du ventricule droit peut faire la mort subite. Donc c'est pour cela que j'ai signalé cette pathologie qui n'est pas fréquente. C'est une pathologie qui est héréditaire, mais il faut savoir y penser. Quand on pense à ce diagnostic, si on a un patient qui fait des signes d'insuffisance cardiaque droite ou un patient qui a des antécédents familiaux de mort subite, et à l'ECG, il y a des signes d'appel très importants à connaître qui peuvent orienter vers le diagnostic. Bon, toujours le bloc de branche droit que vous connaissez, mais il y a un signe qu'on appelle l'onde epsilon. C'est une onde anormale qui se trouve entre les QRS et les ondes de T. Bien sûr, les ondes T sont négatives parce qu'on est dans le cas de dilatation du ventricule droit. Et ce patient-là, comme je l'ai dit, il peut faire des troubles du rythme ventriculaire, de l'extrasystole ventriculaire, jusqu'à la fibrillation et il peut mourir. Les autres étiologies qui peuvent donner l'insuffisance cardiaque droite qui touche le ventricule droit. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tamponnade en tant que cause aiguë d'insuffisance cardiaque droite. Il y a une autre cause péricardique qui peut donner l'insuffisance cardiaque droite chronique. C'est ce qu'on appelle la péricardite chronique constructive. C'est quoi? En fait, les patients qui font une péricardite aiguë, s'ils ne sont pas bien traités, et parfois, bien qu'ils soient bien traités, cet épanchement péricardique, cette inflammation, elle va évoluer vers la chronicité. Et le péricarde qui est normalement souple, il va constituer une coque fibreuse, calcifiée, qui va engainer tout le corps, et plus particulièrement le ventricule droit, de telle façon au cours de la diastole, lorsque les ventricules essaient de se relâcher, ils seront limités, ils seront comprimés, et surtout le ventricule droit. Donc on va avoir une compression du ventricule droit de façon chronique. Donc ça empêche le remplissage du ventricule droit, ça va donner des signes d'insuffisance cardiaque droite chronique. Donc c'est un patient qui va se plaindre de dyspnée, mais avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. Il faut l'évoquer. Si vous avez un patient qui a dans des antécédents une péricardite aiguë, et maintenant, après des années fait d'insuffisance cardiaque droite, il faut penser à ce diagnostic de péricardite chronique constructive. Les patients qui ont une radiothérapie, les patients qui ont des insuffisances rénaux, dialysés, donc il y a plusieurs étiologies qui peuvent évoluer vers l'insuffisance, vers la péricardite chronique constructive. Et à la radiothorax, il y a des signes simples auxquels il faut, c'est-à-dire si vous les voyez, il faut penser à la PCC, c'est la calcification. Regardez ici, il y a des calcifications sur le trajet péricardique, la radio de profil. Ça, cette calcification de péricarde, c'est très en faveur de la PCC. Et donc, l'échographie aussi, elle est d'un grand apport. Vous voyez ici le péricarde qui est un aspect hyper-échogène. Et en fait, le scanner, il est d'un grand apport parce qu'il va nous montrer cette calcification du péricarde. Et le traitement, c'est la chirurgie. Donc, je termine par d'autres étiologies qui sont rares. On peut avoir des tumeurs
au niveau de la valve tricuspide qui donne de l'insuffisance cardiaque. Et on avait un cas de lymphome au niveau de la valve tricuspide, le patient, c'était obstructif, le patient il avait des signes d'insuffisance cardiaque droite. Sinon, il y a aussi des atteintes de la valve tricuspide. Il y a des gens qui ont une atteinte congénitale de la valve tricuspide, comme ce qu'on appelle la maladie d'Epstein. C'est une valve tricuspide qui est très bas insérée et ça donne une fuite tricuspidienne. Il y a des patients qui font de l'insuffisance tricuspidienne carcinoïde, c'est-à-dire il fait un NIU digestif carcinoïde, par exemple, un NIU carcinoïde du grêle, et il développe des signes d'insuffisance cardiaque droite. Il faut penser à une atteinte de la valve tricuspide d'origine tricuspide, comme vous voyez ici, qui explique l'insuffisance cardiaque droite. Peut avoir aussi, comme vous voyez ici, un rétrécissement tricuspidien d'origine rhumatismale. Donc, ce sont les valvulopathies du corps droit. Donc, l'insuffisance cardiaque droite peut être d'évolution favorable si on traite la cause, mais malheureusement, si le diagnostic a été fait tardivement, et surtout si ça fait l'évolution de l'insuffisance cardiaque gauche, l'évolution elle est dramatique avec le décès dans un tableau de cirrhose, de cachexie, d'anasar. N'oubliez pas dans la prise en charge des patients qui ont une insuffisance cardiaque de détecter les facteurs déclenchants, de les prendre en charge, comme le cas de l'insuffisance cardiaque gauche, quand vous le savez, le sepsis, l'embolie, l'hémorragie, l'anémie, l'insuffisance rénale. Donc, il faut bien traiter ces facteurs déclenchants en prenant en charge ces patients-là. Donc, je termine par le fait d'insister sur le fait que l'insuffisance cardiaque droite, il ne faut pas la négliger, il faut savoir faire le diagnostic précocement et il faut savoir détecter l'étiologie parce que dans pas mal de situations, il suffit de traiter la cause pour traiter cette insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque ne doit pas être synonyme de décès. Je vous remercie.